fondateurs de Babelio, une communauté de blogueurs qui font en gros du commentaire et de la chronique sur des sorties de livres, de façon générale. En France, vous avez 150 000 visiteurs par mois en ce moment, 800 000 contributeurs, livres qui ont été indexés, catalogués. C'est ça, et 17 500 contributeurs, c'est-à-dire des personnes qui, souvent des blogueurs, qui donnent des commentaires et ce qu'on appelle en anglais des reviews sur des livres de façon générale. Alors, aujourd'hui, ce que vous avez réussi, donc cette société créée en 2007, c'est de monétiser cette communauté. Alors, comment avez-vous fait ? Alors, on a d'abord juste deux précisions. C'est pas une communauté exclusivement de blogueurs, puisqu'on a 1000 blogueurs qui sont membres de la communauté, mais bientôt 18 000 membres, donc il y a 17 000 qui sont non blogueurs, mais qui sont exclusivement sur Babelio. Et en fait, on a deux types de services. Un à destination des bibliothèques municipales qui viennent enrichir en fait leur base de données et leur catalogue avec des contenus qui sont générés par les membres de notre communauté. Alors en gros, quand vous dites catalogue, c'est-à-dire qu'ils vous payent pour intégrer les commentaires, donc je le rappelle, 17 500 personnes qui commentent les sorties de livres sur 800 000 titres en général, et ces commentaires, ces chroniques sont intégrés dans les fiches de lecture de ces bibliothèques, donc ça leur évite finalement de payer quelqu'un full-time pour commenter et donner à la limite un rating pour ces livres, quoi. Exactement. Alors deux précisions. Le premier, c'est que c'est pas concurrent de la recommandation que font traditionnellement les bibliothécaires. C'est juste une brique supplémentaire qui est la recommandation sociale. Et la deuxième précision, c'est que les critiques des internautes sont qu'une des nombreuses composantes de service qui vient intégrer dans les catalogues la possibilité de lire alors à la fois des critiques, mais aussi des citations, des extraits d'œuvres, des recommandations de lecture automatisées et des nuages de tags, de mots-clés qui permettent de découvrir d'autres œuvres dans le catalogue. Donniez l'exemple sorcière dans les bibliothèques ou même dans les librairies. Bon, on tague jamais un livre en fonction de sorcière, et vous aviez des demandes pour sorcière. Et on a plein d'autres exemples dans le genre. Si vous cherchez des livres de dystopie écrits par des Belges, vous en trouverez aisément, alors que c'est pas forcément de cette manière que ça aura été catalogué ou indexé par les professionnels. C'est la force du crowdsourcing quelque part. Dans ce cas-ci, c'est la masse, l'immensité de la masse qu'aucun opérateur aussi gros soit-il ne peut concurrencer, quoi. Tout à fait. On appelle ça la folksonomie, c'est-à-dire qu'il y a la taxinomie qui est la classification par les professionnels qui demande énormément de ressources et qui est faite selon des normes un peu standardisées. Et nous, c'est une norme très ouverte puisque c'est les internautes qui viennent cataloguer leurs propres livres et ils sont très nombreux, donc il y a un volume de contribution qui est extrêmement important dès lors qu'on a atteint la masse critique, ce qui est à peu près notre cas aujourd'hui. Alors vous êtes aussi un vecteur intéressant pour les éditeurs, puisque à travers vous, ils se disent qu'ils peuvent toucher un public important, dans ce cas aussi de personnes qui influencent justement sur l'achat des livres, et eux vous payent pour pouvoir accéder à ces chroniqueurs, et en gros, il y a une chronique qui est faite en échange d'un livre qu'on fournit gratuitement dans ce cas-ci, c'est ça ? Tout à fait. Alors on a deux offres. On en a une qui est gratuite, qui est limitée en nombre de livres, qui est imposée à plusieurs éditeurs à la fois. Et on a une offre payante qui permet aux éditeurs de faire un peu de la relation presse 2.0, c'est-à-dire de cibler non plus les médias traditionnels, mais les médias participatifs, en proposant des œuvres à des internautes ciblés en fonction de leur goût de lecture et de leur capacité à chroniquer. Et ces éditeurs viennent nous voir pour qu'on trouve ces internautes et qu'on les sélectionne et qu'on gère en fait le travail de relation presse avec eux. Alors vous n'êtes pas tout seul à faire ça, hein. Il y a plusieurs plateformes, il n'y en a pas 50 ou 100, il y en a quelques-unes. Mais quand on va sur des sites justement d'achat de livres type Fnac ou bien Amazon, on a aussi des recommandations. En quoi vous apportez une valeur ajoutée ? Alors l'élément le plus marquant, c'est qu'un espace social sera toujours plus contributif qu'un espace marchand, parce qu'on ne demande pas aux gens de ranger les étals d'un supermarché. Et de la même manière, sur Babelio, les gens viennent indexer leurs propres livres dans un espace contributif qui est destiné à ça. Donc vous voulez dire qu'il y a plus de contributions, plus de commentaires ? Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est difficile à mesurer puisqu'on n'a pas tout à fait les chiffres, mais sur les nouveautés pour lesquelles on est en compétition entre guillemets avec les sites marchands, on a plus de contributions que même de très gros acteurs, alors qu'on a un volume de trafic plus réduit. Alors pour terminer, vous êtes un réseau social à part entière.
on est assailli de demandes d'inscription sur des réseaux sociaux. Comment vous faites justement pour gérer ça? Dire voilà, un réseau social en plus, bon, par rapport à Twitter, par rapport à Facebook. Voilà. Nous, c'est le réseau social du livre et des lecteurs, donc les internautes ne le voient pas forcément comme un concurrent en termes de temps d'un Facebook. C'est un espace dédié avec des fonctionnalités spécifiques qui permettent de gérer sa bibliothèque, ses lectures, c'est les livres qu'on a lus, qu'on va aimer, de découvrir des œuvres, des auteurs, de rentrer en relation avec ces auteurs, etc. Donc on est vraiment complémentaires et on n'est pas en compétition avec les réseaux sociaux. Pourquoi pas le faire sur Facebook, justement? Alors c'est une question, on pense qu'on va prolonger l'expérience Babelio sur Facebook, tout en sachant que ces grosses plateformes accueillent parfois avec beaucoup de bonne volonté des applications tierces, et puis du jour au lendemain elles peuvent être susceptibles de les faire disparaître dans leur interface. Donc on a toujours une certaine prudence vis-à-vis de l'intégration à ces plateformes tierces. Et aussi votre avantage, c'est justement de permettre un accès à la longue traîne, aux commentaires des internautes ou des fans, des passionnés justement de lecture, pour des livres qui ont très peu d'audience finalement et souvent dans des niches très particulières. Tout à fait, on cherche aussi bien à avoir des commentaires sur Amélie Nothomb, mais qui sont finalement un peu partout ailleurs, et aussi bien sur des livres beaucoup plus confidentiels, à la fois des livres de science-fiction. Cuisine médiévale, vous aviez comme exemple? Voilà, Cuisine médiévale, c'est une œuvre qui est sur Babelio et qui est indexée, référencée par un membre, et sur lequel on va essayer d'apporter du contenu premium qui n'est pas ailleurs.